Le deuxième invité nous a également rejoint sur ce plateau. Il s'appelle Pichou Malaba. Vous êtes entrepreneur. Bienvenue. Merci, merci, merci madame. Alors, avec vous, nous allons évoquer les réalités de la sous-traitance dans le secteur minier. Alors, comment jugez-vous l'organisation dans ce secteur? Le secteur est très peu organisé jusque-là. Je comprends que c'est le début. Ça fait pratiquement 4 ans, si je ne me trompe pas, qu'on essaie tant bien que mal d'organiser ce secteur. Nous devons nous dire certaines vérités. Quand les investisseurs viennent, la ligne de front qu'ils trouvent, ce sont des compagnies congolaises, la sous-traitance. Il doit y avoir une certaine transaction entre les fonds qui viennent, avec des projets comme par exemple un projet minier, et ceux-là qui doivent, n'est-ce pas, accomplir ce projet. Ce sont des compagnies de sous-traitance que nous sommes. Et il y a une certaine régulation dans la transaction. Mais cette régulation, jusque-là, n'est pas aussi faite d'une façon efficace. Et nous voulons que ça soit efficace. Jusque-là, la régulation se présente sur le point de la sélection. On fait tout pour sélectionner les Congolais. Ce qui est déjà aberrant. Pourquoi? Parce que la loi le dit que c'est... la sous-traitance est congolaise. Donc, il faut être congolais pour, n'est-ce pas, postuler et tout ça. Mais ce que nous attendons de plus de l'organisme de régulation, c'est de faire plus que ça. Parce que la vision du chef de l'État, de faire des millionnaires congolais dans des conditions telles que nous sommes, ne peut pas se faire. Et je vais vous expliquer plus tard, quand je vais élaborer, pour que vous puissiez comprendre que la vision... Lorsqu'une vision n'est pas bien comprise, la traduction de cette vision va, n'est-ce pas, ne pas être dans les lignes. C'est là où il y a la régulation, c'est là où il y a un problème. On se focalise beaucoup sur la sélection, mais pas sur la régulation. Le problème, ce n'était pas de... Alors, expliquez-vous bien. Il y a pas, vous dites qu'il n'y a pas de régulation, il y a plutôt la sélection. Alors, expliquez-vous bien. Qu'est-ce que vous attendez exactement? Qu'exige concrètement le secteur de la sous-traitance? Ce que nous exigeons, c'est qu'il y ait une certaine régulation dans la passation de ces marchés. Je vais vous donner un exemple ou encore expliquer un peu comment ça se passe. Lorsque un investisseur vient pour un projet quelconque, il vient avec, disons, 1 milliard de dollars pour investir, par exemple, dans un secteur minier. Et selon la loi, il doit chercher des sous-traitants qui vont faire dans la ligne des travaux pour accomplir ce dont il est venu faire. Il y a des choses qui doivent être faites au préalable. Par exemple, construire une usine. Ceux qui vont construire l'usine, ça sera des Congolais, n'est-ce pas? Il va chercher une compétence congolaise, c'est-à-dire des entreprises congolaises. Et ces entreprises, n'est-ce pas, vont postuler à ce projet-là. Tout le cadre se passe d'une façon... public. Donc, on postule, on dit que non, nous cherchons des gens pour venir, n'est-ce pas, accomplir ce travail. Ces gens viendront, les entreprises viendront, ils vont postuler. Chacun va donner ses compétences, ses équipements et tout ce qu'il faut pour accomplir la tâche. Et la sélection se passe à ce niveau. Le document que vous donnez, ça s'appelle le tender. Donc, vous le donnez et la compagnie reçoit et regarde les compétences et se dit, bon, je vais aller avec la première entreprise ou la deuxième. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Il y a comme un certain entendement que nous allons donner le contrat au moins offrant. Par exemple, si vous venez, vous dites non, pour ce projet, moi je vous propose, vous me payez 10 dollars et je le fais. Comme on dit qu'on donne au moins offrant, la compétition devient dans un sens inverse. Ça signifie, moi, si j'apprends que vous avez mis 10, je mets 9. Et l'autre met 5. Qu'est-ce qui se passe? Ceux-là qui ont acheté les équipements, ceux-là qui ont des compétences, vont charger se basant sur les équipements qu'ils ont apportés sur la table. Mais ceux-là qui n'en ont pas et qui veulent seulement entrer dans le jeu... Eux, ce sont les moins offrants. Les moins offrants. Ils vont même donner à 4, par exemple. Et d'autant plus qu'ils veulent entrer, n'est-ce pas? Maintenant, cet effet d'enchaînement crée quoi? Les médiocres auront les marchés et les bons, les compétents n'auront pas des marchés.
Et maintenant, lorsque l'investisseur donne 4 dollars à l'entreprise d'exécuter, l'entreprise se rend maintenant compte qu'avec 4 dollars... Parler de médiocre, c'est quand même grave, monsieur. Oui, j'utilise les mots à leur place. Je voudrais que nous sachions que chez nous, il y a un problème de médiocrité criant à beaucoup de niveaux. Et nous devons nous adresser en tant que Congolais, on doit être franc pour que nous puissions changer. Parce que nous devons aspirer à l'excellence. On ne doit pas se flatter. Donc, c'est-à-dire ceux qui sont médiocres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas su des compétences et des moyens. Et c'est la preuve. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas calculé tout. Ils vont échouer de faire, n'est-ce pas, ce projet dans le temps qui est requis. Lorsqu'ils échouent, qu'est-ce qui se passe? Ils vont entacher toute la communauté congolaise. On dit que les sous-traitants congolais, ils salissent carrément tout le monde. Congolaise. Et la loi dit que lorsque vous ne trouvez pas la compétence locale, vous allez chercher ailleurs. Qu'est-ce que ça favorise la sous-traitance des autres pays? Des autres pays. Maintenant, on amène des Sud-Africains, des Anglais ou des Australiens. Ils viennent maintenant parce qu'ils sont étrangers et parce que l'investisseur a perdu déjà l'argent et le temps. Il va les charger, il peut payer même 20 dollars pour ce qui était déjà au préalable à 10 dollars pour celui qui était bien postulé. Alors la régulation que nous demandons, ce qui est même la vision du chef de l'État, ce que nous décrions ici, c'est quoi? La vision du chef de l'État était de créer des millionnaires. C'est-à-dire l'argent qui venait de l'extérieur devait être perçu par des entrepreneurs congolais qui aussi devraient, n'est-ce pas, payer maintenant le Congolais. C'est eux qui sont en charge du social des Congolais. Cette histoire des Congolais de dire que non, le gouvernement doit nous donner le social, c'est aberrant. Et vous, les journalistes, vous devez vraiment éduquer la masse dans ce sens. Il n'y a aucun pays où un gouvernement améliore le social. Il n'y a aucun pays où un président va améliorer le social. C'est déjà un faux débat. Ceux qui améliorent le social des Congolais, ce sont des entrepreneurs. Sous d'autres récits, on les appelle la moyenne classe. Ceux-là qui ont créé des compagnies, qui ont engagé leurs frères et ils payent leurs frères bien et au retour, leurs frères et sœurs vont avoir un social beaucoup plus élevé. Donc, ce que le chef de l'État voudrait faire, c'est quoi? C'est créer cette moyenne classe. Et pour la créer, il faut une régulation. Il faut que les capitaux qui viennent de l'extérieur tombent réellement dans les mains. Et pour que ça tombe, cet organe de régulation devient extrêmement important. Ce ne doit pas être des publicités, ce ne doit pas être des panneaux partout. Ça doit se faire voir dans les actes. Vous comprenez? Ça ne doit pas être... on nous présente par exemple des compagnies étrangères et on nous dit que maintenant ils sont éligibles dans la sous-traitance. Et ça s'est passé 2 jours avant. Pourquoi? Et là, les entrepreneurs dans la sous-traitance, les entrepreneurs congolais dans ce secteur de sous-traitance sont menacés carrément par ces étrangers. Absolument. Pourquoi? Parce que les étrangers ont compris le jeu. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On sait que pour être une entreprise congolaise, il faut avoir au minimum un Congolais là-dedans. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent comme expatriés, ils prennent quelqu'un dans la rue, ils le mettent dans les statuts, mais cette personne ne va même pas participer à un conseil d'administration de cette entreprise. Mais on lui donne quelque chose comme un barème, un salaire pratiquement. Mais comme l'ARSP n'est pas dans cette régulation qu'elle devrait faire, pour réellement se rendre compte que les compagnies qui sont recrutées... L'ARSP devrait être très stricte avec ces sous-traitants qui viennent et qui disent qu'il y a des Congolais alors que concrètement ces Congolais-là ne sont que figurants. Absolument, c'est ça le travail de l'ARSP. Pourquoi? Avant l'ARSP, c'était la pratique. La pratique, c'était que les étrangers qui venaient avec des capitaux pour investir appelaient leurs amis étrangers pour accomplir les travaux pour lesquels ils sont venus, des projets, des grands projets. Ici, je ne parle pas de livrer du pain à une compagnie, je parle ici de construire une usine. Je parle ici d'accomplir des gros projets. Je vous donne un exemple concret. Dans le temps, quand la Gécamine était le seul maître, par exemple au Katanga, n'est-ce pas, comme entreprise minière, il avait à son apogée quelque chose comme 30 000 employés. Aujourd'hui, dans le secteur de transport, pourquoi je cible le secteur de transport? C'est parce que dans une dépense minière,
le transport, catégorie transport, prend au moins 40% des dépenses totales. Et quand je dis transport, je parle de tout ce qui va autour du transport. À partir d'où vous prenez une pierre dans le fin fond, vous l'amenez à l'usine, vous le transformez et puis vous l'amenez dehors. C'est ça que je parle de transport, dans le carburant et tout ça. Alors, dans cette catégorie qui est la grosse catégorie, vous verrez qu'au Katanga, par exemple, il y a 50 000 camions qui viennent par mois pour prendre les produits finis et les amener ailleurs. Mais dans ces 50 000 camions, il n'y a que peut-être 200 camions, 200 seulement, qui sont enregistrés congolais. C'est-à-dire que les étrangers, les Zambiens, les Tanzaniens, les Zimbabwéens et les Sud-Africains, Namibiens, ont compris que c'était un secteur qui payait beaucoup. Ils ont acheté beaucoup de camions. Maintenant, imaginez, la GECAMIN avait 30 000 et dans le secteur de transport, il y a 50 000. Ça signifie qu'il y a au moins 50 000 conducteurs de camions qui touchent à peu près 500 $ par mois. Si tous ces camions étaient congolais, ça serait 50 000 employés, plus que la GECAMIN à son apogée, qu'on donnerait aux Congolais. Imaginez, un camion, ce n'est pas seulement un conducteur. C'est un conducteur et aussi un mécanicien et aussi quelques agents qui travaillent pour la logistique. Regardez juste ça. Combien de jeunes qui seront recrutés juste dans le domaine de transport. Et ce domaine, je peux vous dire... plusieurs jeunes, tout ça échappe pour le moment. Complètement. La respect ne sait même pas qu'il y a je ne sais pas s'ils savent que le domaine de transport est aussi dans leur supervision, dans leur juridiction. Je ne sais pas. Parce qu'il faut qu'ils nous appellent des experts pour qu'on leur informe que dans les catégories minières, dans les catégories des dépenses, il y a des secteurs qu'il faut cibler. On ne peut pas encourager seulement la livraison des pains dans une structure minière. Non, ils se contentent de ça, que les Congolais commencent maintenant à livrer les pains, les Congolais commencent à nettoyer, les Congolais commencent à... Non, nous parlons ici de la vraie sous-traitance, l'industrialisation. Je sais qu'il y a un problème ici au Congo de compétences, c'est-à-dire des vrais ingénieurs. Parce que quand nous parlons dans ce secteur, l'engin même, ce sont les ingénieurs. D'abord. Et puis après, ça doit être les comptables et autre chose. Mais les vrais ingénieurs, ici au Congo, c'est rare. Alors, c'est pour ça que quand vous arrivez à ce niveau, vous trouvez qu'au Katanga, la plupart des postes dans ces mines-là, c'est occupé par des étrangers blancs ou sud-africains ou encore australiens. Pourquoi? Parce que nos ingénieurs, malheureusement, dans les 30 ans qui sont passés, n'ont pas été formés adéquatement pour affronter les nouvelles technologies que les investisseurs sont en train d'amener. Quand ils viennent, ils n'amènent pas les technologies d'il y a 50 ans pour accommoder le Congolais. Ils amènent des technologies du 21e siècle que les Congolais ont seulement entendu parler sur Google. Et ça devient compliqué. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils engagent de l'extérieur. Maintenant, nous sommes venus. Après avoir été professionnels ailleurs, nous constatons ce gap. Nous, par exemple, nous entraînons nos jeunes, nous élevons la capacité de façon nous puissions affronter des gros projets qui ne doivent pas nous échapper. Parce que c'est là qu'on va former les millionnaires. On ne peut pas former les millionnaires avec une sous-traitance basée seulement sur des miettes. On forme les millionnaires avec la vraie sous-traitance dans la construction des choses et tout ça. Et on ne doit pas faire une compétition vers le bas. Donc, la régulation, réguler, interdire cette loi, ou ce n'est même pas une loi, c'est quelque chose que les miniers, entre eux, parce qu'ils sont en communauté, se disent, nous prenons les moins offrants. Et en prenant le moins offrant, ils tombent toujours sur des médiocres. Et les médiocres entachent tout le monde. Et puis, au finish, ils disent, on ne peut pas prendre les Congolais à de gros projets parce qu'ils ne sont pas bons. Et alors, que dites-vous de la loi sur la sous-traitance en RDC? Est-ce que ça vous va, vous, en tant qu'entrepreneur? La loi sur la sous-traitance est une bonne loi. C'est-à-dire, déjà, on dit que si quelqu'un vient investir, il doit
engager les Congolais pour l'aider à accomplir son projet. C'est ça. Au Nigeria, on a fait ça, on a créé. Au Nigeria, il y a une moyenne classe solide, surtout dans le domaine de l'extraction du carburant pratiquement. C'est eux qui font le transport. Vous ne trouverez jamais un Chinois, jamais vous pouvez aller vérifier au Nigeria avec un camion en train de transporter le carburant. C'est exclusivement pour les locaux. Chez nous ici, c'est exclusivement, comme je vous dis, le carburant ici, c'est les Somaliens. Allez vérifier, verrouiller même. Un des responsables m'a même dit, si quelqu'un ose changer ça, il saura ce que nous allons lui faire. Donc ici, tout le transport de nos minéraux, à 99,99%, se fait par des étrangers. Et ce que je vous dis, ce sont des faits. Je n'invente rien. Et tous sont aveugles. Et quelqu'un doit se lever pour dire, assez, c'est assez. Dans les conditions pour vous répondre, vous avez demandé la loi de la sous-traitance si elle est bonne. La vision est très bonne. La perception de la vision, c'est une autre chose. Ça a été très mal perçu et finalement, la conversion de cette vision maintenant en pratique est totalement à côté. C'est pour ça que nous invitons les dirigeants de l'ARSP. Ils doivent se ressaisir. Ils doivent savoir que non, il y a des gens, des compétences qui voient ce qu'ils font et qui ne sont pas forcément en symbiose avec ce qu'ils voient. Nous voulons qu'ils puissent, n'est-ce pas, se comporter comme la vision l'a dit, dans la régulation, pas seulement dans la sélection. Monsieur Pichu Malaba, merci. Alors, on va parler également, juste un mot sur l'actualité. L'actualité, c'est l'insécurité à l'Est. Plusieurs voix s'élèvent pour réclamer une table ronde avec les rebelles, avec le Rwanda, pour le retour de la paix. Votre mot par rapport à ça? Ce que je dirais de l'Est, c'est que venu de l'extérieur, ça nous fait très mal, en tant que Congolais. Quand vous êtes à l'extérieur et vous voyez les affres qui se passent à l'Est. Et non seulement ça fait très mal pour nous, mais ça diminue aussi notre influence quand nous sommes à l'extérieur en tant que membres des communautés dans lesquelles nous vivons. On vous demande, vous êtes Congolais, déjà on voit les images de l'Est, donc ça nous diminue sérieusement. Alors, quelle peut être la solution, selon moi, dans ma liberté? Nous devons parler avec le M23. Donc, vous êtes pour le dialogue, pour le partage du pouvoir avec le M23? Oui, il n'y a pas d'autre solution que de parler avec ces gens. Mais comment parler? Nous ne parlons pas quand nous sommes dans une position de faiblesse. Nous devons parler lorsque nous sommes prêts de les chasser. C'est-à-dire lorsque nous sommes en offensive et que nous puissions maintenant parler. Parler de quoi au juste? L'offensive qui sera lancée très bientôt après, oui. Après la trêve humanitaire. C'est ça. Lorsque nous sommes dans l'offensive, nous devons parler. Parler de quoi? De 2 points. Ils réclament pratiquement le retour des réfugiés congolais, n'est-ce pas, qui étaient dans ces pays de l'Est, pendant 30 ans. Et ils augmentent en nombre. Ils avaient commencé par 15 000, 25 000. Maintenant, ils parlent de 100 000. Vous comprenez déjà que derrière cette idée, il y a une autre idée de transplanter des gens là-bas. Mais ça, ce n'est pas un problème. Nous avons un gros pays, un grand pays que nous pouvons partager avec n'importe qui. Mais tout ce que nous voulons, c'est un ordre. Les gens doivent venir par la porte. Donc, nous pouvons accepter que certains de ces compatriotes qui se réclament congolais puissent rentrer sur leur terre. Mais la deuxième chose que je proposerai au président ou encore à ceux qui dirigent, c'est que nous devons changer la Constitution d'une façon concomitante à l'acceptation du M23 ou bien de ceux-là qui se réclament de rentrer ici. Pourquoi changer la Constitution? Parce que nous devons dire dans la Constitution 2 choses qui sont importantes. La première des choses, nous devons dire que le sol, c'était la loi, mais nous devons le dire comme un article constitutionnel. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. C'est-à-dire, ça n'appartient plus aux communautés qui se réclament que ça, c'est notre terre.
Donc, tout doit appartenir à l'État congolais. Si nous mettons ça comme un article dans notre constitution, cela ferait que, même si on importe ces gens-là qui viennent, maintenant ils sont congolais, ils n'ont pas de terre à eux-mêmes. Mais tout est à l'État, donc ils peuvent se mettre où ils veulent. Et ils ne doivent pas rester dans un coin pour créer un jour une sécession ou encore une balkanisation. Deuxième de chose qu'on doit faire, c'est que nous devons mettre un article qui s'adresse au corps militaire. Je ne sais pas, les juristes peuvent me contredire, mais moi je voudrais que ce soit un article dans la Constitution qui dit qu'un militaire originaire de telle terre, ou encore de telle région, ne peut pas servir le Congo dans cette même région. Ils doivent servir ailleurs. Qu'est-ce que cela ferait? Les gens là viendraient, mais ils ne peuvent pas être militaires seulement à l'Est. Parce que le problème du M23 a commencé en 2012 lorsque on a commencé à vouloir les déplacer. Parce que dans l'accord qu'ils avaient fait, ils devraient normalement rester seulement à l'Est. Alors, avec leur plan de balkanisation, ils avaient déjà ça dans l'idée. Nous devons déjouer ça. On doit imposer, ça doit être un article constitutionnel qui dit qu'une personne de telle origine, qui soit de l'Équateur, du Bas-Congo ou quoi, qui entre dans le service militaire, ne peut pas servir son pays là où il est né ou là où il a grandi ou d'où il appartient. Donc, ce qui veut dire, ceux-là qui sont de l'Est, ne peuvent pas servir leur pays là-bas, on doit les déporter ailleurs et mélanger le tout et former une nation. C'est un peu ça. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, M. Pichou Malaba. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention soutenue. Ne nous quittez pas. Dans quelques minutes, ça sera la grande édition du journal avec Christopher Ochokoum.